Et le là, si on veut, on dit bon, c'est le numéro, et c'était pas n'importe quoi, c'était pas seulement le quotidien des jours, mais c'était aussi le quotidien de la pensée, de ce qu'il faut penser des choses, etc. Enfin bon, il y avait toujours une réflexion plus, oui, qui était en même temps une prise de position, mais c'était une prise de position non pas au niveau politique, comme on dit aujourd'hui, c'était toujours avec une certaine hauteur de vue. Évidemment, c'était grisant l'idée de faire un journal selon ses propres idées, un journal à soi, là, ce qu'il a fait avec Pia à Combat. Pia nous disait nous allons faire un journal raisonnable et comme le monde est absurde, ça va échouer. Bon, ça n'a pas raté d'ailleurs. Et Camus disait plus simplement moi, il m'a dit ça, je te ferai faire des choses emmerdantes, mais jamais de choses dégueulasses. Qu'est-ce qu'un journaliste? C'est un homme qui d'abord est censé avoir des idées. C'est ensuite un historien au jour le jour. Et son premier souci doit être de vérité. Peut-on dire qu'aujourd'hui notre presse ne se soucie que de vérité? Comme il est difficile de toujours être le premier, on se précipite sur le détail que l'on croit pittoresque. On fait appel à l'esprit de facilité ou à la sensiblerie du public. On crie avec le lecteur, on cherche à lui plaire quand il faudrait seulement l'éclairer. À vrai dire, on donne toutes les preuves qu'on le méprise. L'argument de défense est bien connu. On nous dit « c'est cela que veut le public ». Non, le public ne veut pas cela. On lui a appris pendant 20 ans à le vouloir, ce qui n'est pas la même chose. Une occasion unique nous est offerte, au contraire, de créer un esprit public et de l'élever à la hauteur du pays lui-même. Esprit de sérieux rime parfois avec plaisir des sens. Jeune et célèbre, vous n'êtes pas le dernier dans les caves de Saint-Germain-des-Prés au bras d'une jolie femme. Sartre règne en maître de l'existentialisme au Café de Flore. Le jazz permet d'oublier les privations de l'après-guerre. L'insouciance et le bonheur sont élevés au rang de vertus supérieures. Il n'est pas rare qu'après le bouclage du journal, vous emmeniez l'ensemble de la rédaction au Tabou ou au Méphisto pour finir la nuit. Je pense que ce que Camus a le plus aimé dans le journalisme, c'était la camaraderie. Il a toujours été à la recherche de camaraderie. Quand il était lycéen, dans l'équipe de football d'Alger, ensuite au théâtre, avec le théâtre du travail, le théâtre de l'équipe, et puis dans le journal. Il a écrit lui-même que dans le fond, il regrettait, ce qu'il regrettait le plus dans le journal, c'était d'être avec une équipe. Vous ne connaîtrez jamais que de brefs moments de bonheur. La tuberculose est toujours présente. Régulièrement, elle vous éloigne du journal. Si elle explique en partie l'urgence de vos engagements, elle vous impose de vous limiter à l'essentiel. Ce n'est donc pas un hasard si c'est en Algérie que vous décidez de partir à nouveau en reportage. Maintenant que vous êtes connu, vos paroles auront plus de poids. Camus reste persuadé, comme il l'avait déjà écrit en 1939 dans Misère en Kabylie, et que la clé en Algérie reste la question sociale. Et ces reportages sont intéressants parce qu'ils tirent la sonnette d'alarme sur la misère, sur la pauvreté, sur la question sociale, sur le chaudron qu'est l'Algérie. Il est pratiquement le seul en France à le dire à cette époque-là, où règne quand même en mai 45, bon, bien sûr, ce qui est normal, la joie de la libération, la fête, disons, est généralisée partout, etc. Et personne ne se préoccupe vraiment de ce qui se passe en Algérie. Vous pressentez l'urgence de changement en Algérie. Mais comment auriez-vous pu imaginer les massacres de Sétif et de Guelma? Vous êtes à peine rentré le 8 mai 45, le jour de l'armistice, que des milliers de musulmans commencent à être tués. En silence, sans raison, par les colons. Ces massacres vous marquent. Ils vous poussent à intervenir davantage dans le débat public. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour.
Y a-t-il un problème algérien? Cette question, nous la posons d'abord à Albert Camus. Il me semble difficile de nier que ce problème n'existe pas, puisqu'il nous a coûté plusieurs milliers de victimes en mai 1945. Ce problème algérien qui était si important pour moi me paraît maintenant s'inscrire dans un problème beaucoup plus général. Je veux dire que le malaise politique algérien, pour moi, vient de la paresse de la pensée politique de la métropole. Les situations politiques vont comme les avions, très vite, tandis que la pensée va avec la lenteur de sa maturité personnelle et n'arrive pas à rejoindre les situations. Nous nous fixons, par exemple, sur le problème franco-allemand comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à l'Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu. Ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation. Et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices. Peut-être que la France aurait avantage à être la première nation blanche qui pose les problèmes réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque. Il fait des cadeaux. Moi, je dirais que l'éditoriaux de Camus en commun, ce sont des cadeaux faits aux lecteurs. Et il donne sur un événement où tout le monde se chamaille, se bataille, polémique, lui, il donne une certaine hauteur, un certain angle de vue avec des questions morales, avec des principes. Il revient toujours à essayer d'avoir de la hauteur et finalement, le lecteur aime cette littérature-là. Je dis littérature à bon escient, quoi. La bombe atomique, je peux pas dire que j'ai honte de le dire, mais d'abord pour commencer, on se rendait pas compte que ça allait être un tel cataclysme pour les Japonais, mais on n'aimait pas les Japonais, hein, ils étaient nos ennemis. Et puis on voulait la fin de la guerre, alors je sais pas, on n'a pas eu, je sais pas, je peux pas vous dire, mais j'ai honte peut-être de le dire aujourd'hui. Parce que par la suite, je me suis beaucoup battu contre la puissance nucléaire, mais là, je dois dire que, bon, on s'est dit, la guerre est finie, voilà. Personnellement, je me suis ensuite accusé de ne pas éprouver le moindre sentiment d'indignation. Tout le monde était comme ça, des meilleurs esprits. J'ai pas entendu dire quoi que ce soit, sauf ce type. 3 jours après, on m'a montré l'article, ce type, c'est Camus quand même. Il dit, l'homme vient d'inventer une arme qui ne se contente pas d'exterminer une race, mais son espèce. Et ça, on peut dire que Camus était le seul. Et pas le seul en France, le seul au monde. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. On nous apprend en effet au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. En une phrase, la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Qu'on nous entende bien. Si les Japonais capitulent après la destruction d'Hiroshima et par l'effet de l'intimidation, nous nous en réjouirons. Mais nous nous refusons à tirer d'une aussi grave nouvelle autre chose que la décision de plaider plus énergiquement encore en faveur d'une véritable société internationale, où les grandes puissances n'auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l'intelligence humaine, ne dépendra plus des appétits et des doctrines de tel ou tel État. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. En France, la paix revenue, la vie reprend. Évidemment, le rêve d'une révolution issue de la résistance s'éloigne.
Reste l'URSS. Mais là, l'histoire se dresse sur le chemin du bonheur de l'homme. Pour vous, la fin ne peut jamais justifier les moyens. Bientôt, vous dénoncerez avec virulence l'idéologie qui justifie les goulags dans un essai L'homme révolté. Immédiatement, vous serez mis au banc de l'intelligentsia parisienne qui suit Sartre dans son aveuglement.